Bonjour tout le monde, bonsoir. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. J'étais impatient de te retrouver, on a passé un tellement bon moment la semaine dernière que C'était j'avais trop envie de recommencer là. Aujourd'hui, on est là pour lire un conte de Noël ou un chant de Noël ou un cantique de Noël. C'est la cassette de mon enfance, c'est le premier film qui m'a marqué de ma vie, c'est Un Noël de Mickey. Faut que je me lâche. Almos. Faut que je... J'allais commencer en faisant une grosse dingue. Des retours du pompon. Et en fait, sur ce bonnet-là, le pompon, quand tu le tâtes, ça fait vraiment comme quand tu marches dans de la poudreuse. C'était une bien belle anecdote pour commencer ce stream, j'espère que vous appréciez chaque seconde de ce qui est en train de se passer actuellement. C'est extraordinaire. Si un jour tu J'ai viens pas à l'esprit Lille, mal tourné. je te fais tâter ce pompon pour que tu comprennes. Je ne veux tâter aucun pompon, je préviens tout de suite. Je viens pas dans le Nord pour tâter des pompons, si je peux me permettre de le dire comme ça. Merci à vous, madame. S'il vous plaît. Par Même contre, si je je peux le t'offre dire la que- bière. Ah. Il va me falloir 2-3 bières avant de tâter le pompon, tu vois. Parce que vraiment que je sois dans un autre état, quand même. Excuse-moi de le dire comme ça, mais... Pardon, excusez-moi. Pauvre de France. Ah oui, chacun a le droit de tâter son pompon, bien entendu. Peut-être que je tâterai le mien en fin de journée, je sais pas, on verra. Vous salissez tout, monsieur Flon, avec vos paluches. Je ne salis rien. Ni avec mes paluches, ni avec mon pompon. Le monde irait mieux si chacun tâtait son pompon régulièrement. C'est possible. Bon alors les amis, on va pouvoir passer au chapitre suivant, mais d'abord passons à la scène suivante. Incroyable, hein. Il est beau ton pull. Tu Mais je suis un peu dégoûté, je t'expliquais que le mien normalement s'allume, mais en fait Oui. les piles sont internes, donc du coup je peux plus le faire clignoter, ça me fait chier. Alors Pourtant que il y moi, avait vraiment du style. Hein. ça s'allume pas, mais je peux faire des trucs, regarde. C'est trop drôle parce que j'ai le son, mais j'ai l'image en décalé. C'est méga ridicule. C'est d'une tristesse absolue. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait tout. Attends, il faut que... Let's go. Là, on voit qu'il a vu mon... C'était quoi ce bruit? Je suis insupportable aujourd'hui. Je te préviens, je suis en grand. Mais j'ai entendu un bruit de prout énorme. Oui, c'est moi qui ai fait prout. Bah attends. Écoutez, ça sera du haut niveau ce soir. Je vous avais dit du très grand contenu. Vas-y. Nous allons commencer le deuxième couplet, le premier des trois esprits. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que, regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les 4 quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. Mais pourquoi tu craques? Pardon, mais l'horloge qui sonne les 4 quarts, je vois bien. Dès que quelqu'un prépare un gâteau chez lui, ça sonne, tu sais, l'église qui sonne. L'église un peu chelou du village. Allez, elle sonne les 4 quarts. Oh, on a bien une petite pomme. On a bien mangé un petit gâteau. Bon. Ah bah ouais, Oui. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors, elle s'arrêta. Minuit. Il était 2 heures passées quand il s'était couché. L'horloge allait donc mal, un glaçon devait s'être introduit dans les rouages. Minuit. Scrooge toucha le ressort de sa montre à répétition pour corriger l'erreur de cette horloge qui allait tout de travers. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment ? Il n'est pas possible, dit Scrooge, que j'ai dormi tout un jour et une partie d'une seconde nuit. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. » Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta à bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir bien voir, et encore, il ne put pas voir grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que le brouillard était toujours très épais, qu'il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens aller et venir et faire grand bruit, comme cela aurait indubitablement eu lieu si le jour avait chassé la nuit et pris possession du monde. Ce lui fut un grand soulagement, car sans cela, que seraient devenues ces lettres de change ? À 3 jours de vue, payées à M. Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite, de pures hypothèques sur les brouillards de l'Hudson.
Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, à penser encore à tout cela, toujours et toujours et toujours, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé, et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait excessivement chaque fois qu'après un mûr examen il décidait au-dedans de lui-même que tout cela était un songe. Son esprit, comme un ressort qui cesse d'être comprimé, retournait en hâte à sa première position et lui présentait le même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un songe ? Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné 3/4 d'heure de plus. Et voilà, maintenant je vois des gâteaux à chaque fois que... Le 4 quarts, bien entendu. Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné 3/4 d'heure de plus. Alors, il se souvint tout à coup que le spectre l'avait prévenu d'une visite quand le timbre sonnerait 1 heure. Il résolut de se tenir éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée, en considérant qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que d'avaler la lune. C'était peut-être la résolution la plus sage qui fût en son pouvoir. Ce quart d'heure lui parut si long qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'être apercevoir... Quoi ? Sans s'être... Ben non, sans s'être aperçu, du coup. Sans s'en apercevoir, je ne sais pas lire. Ce quart d'heure Sans lui parut... s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir. Donc... Sans sang. On reprend. Sans sang. Ce quart d'heure lui parut si long, comme cette lecture, qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'heure. L'horloge à la fin frappa son oreille attentive. Ding dong. Je suis sourde. Je voyais la couille venir. Je lui ai pété les oreilles. Je t'ai vu reculer. Un Ah là là. quart, dit Scrooge, content. La demi, dit Scrooge. Les 3/4. L'heure, s'écria Scrooge triomphant et riant. Comment tu fais, Scrooge? J'arrive plus. J'en reviens pas. Bon allez, t'avances ou Oui, pas dans le oui, texte? oh, ça va, je reprends mes esprits après cet échange assez fou avec l'horloge quand même. Il parlait avant que le timbre de l'horloge eût retenti, mais au moment où celui-ci eut fait entendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur brilla aussitôt dans la chambre, et les rideaux de son lit furent tirés. Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, de côté, par une main invisible, non pas les rideaux qui tombaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. Les rideaux de son lit furent tirés, et Scrooge, se dressant dans l'attitude d'une personne à demi couchée, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les tirait, aussi près de lui que je le suis maintenant de vous, et notez que je me tiens debout en esprit à votre coude. C'était une étrange figure, celle d'un enfant, et néanmoins pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard vu au travers de quelques milieux surnaturels qui lui donnaient l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ses cheveux, qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos, étaient blancs comme si c'eût été l'effet de l'âge, et cependant son visage n'avait pas une ride. Sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat, les bras étaient très longs et musculeux, les mains de même comme s'il eût possédé une force peu commune. Ses jambes et ses pieds, très délicatement formés, étaient nus comme les membres supérieurs. Il portait une tunique de blanc le plus pur, et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse qui brillait d'un vif éclat. Il tenait à la main une branche verte de houx fraîchement coupée. Et par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, il avait ses vêtements garnis des fleurs de l'été. Mais la chose la plus étrange qui fut en lui, c'est que du sommet de sa tête jaillissait un brillant jet de lumière, à l'aide duquel toutes ces choses étaient visibles, et d'où venait sans doute que dans les moments de tristesse, il se servait en guise de chapeau d'un grand éteignoir qu'il tenait présentement sous son bras.
Eh ben, il avait mangé des champignons, Dickens, avant de faire la description. Mais oui, c'est trop bizarre. J'essaie de suivre en fait la description du J'imagine personnage. Je le suis en train de la relire. Elle est insane. Mais on oui. comprend rien à un moment donné. En fait, on est perdu. En fait, il est nu. à Bah, ça, part j'ai bien la compris qu'il était tunique à poil. blanche, la tunique blanche. Et il a des fleurs d'été autour de la tête, apparemment, ou sur les Ouais, c'est épaules, ça, je sais pas. ouais, Et ouais. ensuite, il a une branche de houx à la main, fraîchement coupée, attention. Et au-dessus de sa tête, il y a un jet de lumière qui jaillit pour illuminer tout son corps. Et ça fait... Et quand il se balade avec sa pluie de lumière. Bah, Mais la tu chose sais, la plus pour étrange éteindre qui les fut- bougies, du coup. il l'a sur la tête. Et là, comme il l'a sous son bras, et ben on voit la lumière qui fait... La lumière fait du bruit, bien entendu. Hein, Oui, je vous rappelle, évidemment. la lumière fait. Bah, en fait, c'est la soupe au chou, en fait. C'est vraiment incroyable. Enchaînons. Ce n'était point là, cependant, Ouais. en regardant de plus près son attribut le plus étrange aux yeux de Scrooge. Car, comme sa ceinture brillait, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai rigolé, mais j'ai vu ta tête faire ça. Et je me suis dit, mais à quoi il pense? Beauf de France. Rien à redire. C'est mérité. Ce n'était point là, cependant, en regardant de plus près, son attribut le plus étrange aux yeux de Scrooge, car, comme sa ceinture brillait et reluisait tantôt sur un point, tantôt sur un autre... Mais ne rigole pas. Bravo à vous, la ceinture qui brille, bien sûr. Bravo, c'est mignon. Voilà. Je m'attendais à du sérieux sur cette chaîne. Écoutez, on est passé en moins de On a 18. dit on se concentre. Ah bah oui, bah écoute, c'est toi qui vois, c'est mignon. C'est pas moi qui ai commencé ce stream en nous prendre manque. pompon. Hein. Allez, j'avance, je ne vous lis plus. L'ensemble de sa personne subissait aussi Mais- ses fluctuations. Allez, continue avec cette phrase. Allez, je te Attends. laisse. Ça- Car, ça- comme sa ça- ceinture brillait et reluisait tantôt sur un point, tantôt sur un autre, ce qui était clair à un moment devenait obscur l'instant d'après. L'ensemble... Mais tu rigoles. Arrête de faire des mots. Donc, je te regarde pas. L'ensemble de sa personne subissait aussi des fluctuations et se montrait en conséquence sous des aspects divers. Tantôt, c'était un être avec un seul bras, une seule jambe ou bien 20 jambes, tantôt 2 jambes sans tête, tantôt une tête sans corps, les membres qui disparaissaient à la vue ne laissaient pas apercevoir un seul contour dans l'obscurité épaisse au milieu de laquelle il s'évanouissait. Je Puis, déteste. par un... Qu'est-ce qu'il raconte ? Rien. Continue. Je te cache. Puis, par un prodige singulier, il redevenait lui-même, aussi distinct et aussi visible que jamais. Je demandais quelqu'un qui dit une troisième jambe, donc. Allez, bon. Restons sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, Oui, c'est une jeune Pensez au sérieuse montage. ici. pensez au montage. Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite ? Je le suis. Il a commis un crime, il est anonyme, l'esprit. C'est génial. À vous tout. Bonjour, je m'appelle... Bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré, voilà. C'est mieux comme ça. La voix bah- était douce et agréable, singulièrement basse, comme si, au lieu d'être si près de lui, il se fût trouvé dans l'éloignement. « Qui êtes-vous donc » demanda Scrooge. Je suis l'esprit de Noël passé. Bah t'as pas mis le truc du coup. Non, mais il a une voix douce et agréable. Oui, donc peut-être Je t'as vais besoin pas du truc. T'as dit quoi? Bah je vais pas répéter. Allez, assume-la. J'ai dit t'as pas besoin du truc, il fait bah non, il a une voix douce et agréable. Je fais oui, donc t'as peut-être besoin du truc. Voilà, c'était méchant. Ah non, mais... Il a raccroché. Oh le... J'ai pas le droit de le dire, mais... Reviens. Ah, il revient. Vous lui envoyez de l'amour dans le chat pendant qu'il revient. Bon, allez, c'est bon, Oui. go. Oui. Et j'adorais t'entendre galérer. Ah, on voit le Discord. Vous voyez la... J'adore. Ah, j'adore. Qui êtes-vous donc demanda Scrooge. Je suis l'esprit de Noël passé. Passé depuis longtemps demanda Scrooge, remarquant la stature du nain. Non, votre dernier Noël. Peut-être Scrooge n'aurait pu dire pourquoi si on le lui avait demandé, mais il éprouvait un désir tout particulier de voir l'esprit coiffé de son chapeau, et il le pria de se couvrir. Ça n'a pas de sens. Vous êtes chelou, monsieur Scrooge, là. Là, c'est... Vous me gênez, monsieur Scrooge. Il a un Vraiment. king chapeau. Ah oui. Monsieur Scrooge, rangez votre chapeau, s'il vous plaît. Et quoi?
s'écria le spectre. Voudriez-vous sitôt Pardon. éteindre avec des mains mondaines la lumière que je donne? N'est-ce pas assez que vous soyez un de ceux dont les passions égoïstes m'ont fait ce chapeau et me forcent à le porter à travers les siècles enfoncés sur mon front? Scrooge nia respectueusement qu'il eut l'intention de l'offenser, et protesta qu'à aucune époque de sa vie il n'avait volontairement coiffé l'esprit. Puis il osa lui demander quelle besogne l'amenait. Votre bonheur! Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit l'eût entendu penser, car il dit immédiatement Votre conversion alors! Prenez garde! Tout en parlant, il étendit sa forte main et le saisit doucement par le bras. Levez-vous et marchez avec moi. C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et le thermomètre bien au-dessous de glace, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant que ses pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et qu'en même temps, il avait aménagé son rhume. Pas besoin de résister à cette étreinte, quoique aussi douce que celle d'une main de femme. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. Et c'est moi qui me fais des films après. C'est tendance. Bah oui. Je ne suis qu'un mortel, lui représenta Scrooge, et par conséquent, je pourrais bien tomber. Permettez seulement que ma main vous touche là. Mais ça va pas, La didascalie, vite! dit l'esprit, mettant sa main sur le cœur de Scrooge. Et vous serez soutenu dans bien d'autres épreuves encore. Le cul. Comme ils prononçaient ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en rase campagne avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu. On ne pouvait plus en voir de vestiges. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps car c'était un jour d'hiver brillant de clarté et la neige couvrait la terre. « Bon Dieu !» dit Scrooge en joignant les mains tandis qu'il promenait ses regards autour de lui. « C'est en ce lieu que j'ai été élevé, c'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le regarda avec bonté. Son doux attouchement, quoiqu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Non mais c'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. Son doux attouchement, quoi qu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Sûr et certain qu'il y a un sous-texte porn là. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans l'air, dont chacune était associée avec un millier de pensées, d'espérances, de joie et de préoccupations oubliées depuis longtemps, bien longtemps. Votre lèvre tremble. Dis le fantôme. Et qu'est-ce que vous avez donc là sur la joue? Bah c'est ma bite. Vomir. C'est ma bite, tout simplement. Let's go. C'est compliqué ce soir. Et moi qui avais peur que ce soit pas assez drôle. Vous avez l'esprit mal calibré. Non, non, c'est l'esprit qui est bien calibré visiblement, si j'ai bien compris. Un florilège. Ah bah là, non mais en même temps, cette partie de l'histoire. Attends, excusez-moi, Elle est mais hardcore. il y a un sous-entendu, c'est pas possible. Donc j'ai dit que j'ai dit Mahon que je le redirai pas. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez là sur la joue? Rien, dit Scrooge tout bas d'une voix singulièrement émue. Ce n'est pas la peur qui me creuse les joues, ce n'est rien. C'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie. Où vous voulez. Vous vous rappelez le chemin? Demanda l'esprit. Me le rappeler s'écria Scrooge avec chaleur. Je pourrais m'y retrouver les yeux bandés. Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années. Observa le fantôme. Avançons. Ils marchèrent le long de la route, Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'au moment où un petit bourg apparut dans le lointain, avec son pont, son église et sa rivière au cours sinueux. Quelques poneys aux longs crins se montrèrent en ce moment trottant vers eux, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants juchés dans les carrioles rustiques et des charrettes que conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient très animés et échangeaient ensemble 1000 cris variés jusqu'à ce que les vastes campagnes furent si remplies de cette musique joyeuse que l'air, mis en vibration, riait de l'entendre.
Ce ne sont là que... Dansons le chalençon, c'est réel. Dansons le chalençon. Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été. Elles ne se doutent pas de notre présence. Les gais voyageurs avancèrent vers eux et, à mesure qu'ils venaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui plus qu'on ne peut dire de les voir? Pourquoi son œil ordinairement sans expression s'illuminait-il? Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait? Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'un à l'autre un gai Noël, en se séparant au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis? Qu'était un gai Noël pour Scrooge? Foin du gai Noël. Chez moi on dit bras. Foin du gai Noël. Quel bien lui avait-il jamais fait? L'école n'est pas encore tout à fait déserte. Il y reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. Oh, le pauvre bichon. Scrooge dit qu'il le reconnaissait et il soupira. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux parfaitement connu de Scrooge et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques d'un rouge sombre avec un petit dôme surmonté d'une girouette. Sur le toit, une cloche était suspendue. C'était une maison vaste mais qui témoignait des vicissitudes de la fortune car on se servait peu de ces spacieuses dépendances. Leurs murs étaient humides et couverts de mousse, leurs fenêtres brisées et leurs portes délabrées. Des poules gloussaient et se pavanaient dans les écuries. Les remises et les hangars étaient envahis par l'herbe. À l'intérieur, elle n'avait pas gardé plus de restes de son ancien état, car en entrant dans le sombre vestibule et en se jetant un regard à travers les portes ouvertes de plusieurs pièces, ils les trouvèrent pauvrement meublées, froides et solitaires. Il y avait dans l'air une odeur de renfermé. Tout en ce lieu respirait un dénuement glacial qui donnait à penser que ses habitants se levaient souvent avant le jour pour travailler et n'avaient pas trop de quoi manger. Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule, à une porte située sur le derrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte, que rendaient plus déserte encore des rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeuré tout seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura en se reconnaissant lui-même, oublié, délaissé comme il avait coutume de l'être alors. Pas un écho endormi dans la maison, pas un cri des souris se livrant bataille derrière les boiseries, pas un son produit par le jet d'eau à demi gelé, tombant goutte à goutte dans l'air court, pas un soupir du vent parmi les branches en feuilles d'un peuplier découragé, pas un battement sourd d'une porte de magasin vide, non, non pas le plus léger pétillement du feu qui ne fit sentir au cœur de Scrooge sa douce influence et ne donna un plus libre cours à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume étranger, visible comme je vous vois, parut debout derrière la fenêtre avec une hache attachée à sa ceinture et conduisant par le licou un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « C'est le bon vieil Ali Baba, l'honnête homme. Oui, je le reconnais. C'est un jour de Noël que cet enfant là-bas avait été laissé ici tout seul et que lui, il vint pour la première fois précisément, accoutré comme cela, pauvre enfant. Et Valentin, dit Scrooge, et son coquin de frère Orson, les voilà aussi. Et quel est son nom à celui-là qui fut déposé tout endormi, presque nu, à la porte de Damas, ne le voyez-vous pas? Et le palefrenier du sultan, renversé sans dessus-dessous par les génies, le voilà, la tête en bas, bon, traitez-le comme il le mérite, j'en suis bien aise. Qu'avait-il besoin d'épouser la princesse? Quelle surprise pour ses confrères de la cité s'il avait pu entendre Scrooge dépenser tout ce que sa nature avait d'ardeur et d'énergie à s'extasier sur de tels souvenirs, moitié riant, moitié pleurant, avec un son de voix des plus extraordinaires, et voir l'animation empreinte sur les traits de son visage. Voilà le perroquet, continua-t-il, le corps vert et la queue jaune avec une huppe semblable à une laitue sur le haut de la tête. Le voilà, pauvre Robinson Crusoe, lui criait-il quand il revint au logis après avoir fait le tour de l'île en canot. Pauvre Robinson Crusoe, où avez-vous été, Robinson Crusoe? L'homme croyait rêver, mais non, il ne rêvait pas, c'était le perroquet, vous savez. Voilà vendredi courant à la petite baie pour sauver sa vie. Allons vite, courage, whoop! Puis, Le whoop est incroyable.
Puis, passant d'un sujet à un autre avec une rapidité qui n'était point dans son caractère, touché de compassion pour cet autre lui-même qui lisait ses contes. « Pauvre enfant !» répéta-t-il, et il se mit encore à pleurer. « Je voudrais... » murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui, après s'être essuyé les yeux avec sa manche. « Mais il est trop tard maintenant. » Qu'y a-t-il? Rien, dit Scrooge, rien. Je pensais à un enfant qui chantait Noël hier soir à ma porte. Je voudrais lui avoir donné quelque chose, voilà tout. Le fantôme sourit d'un air pensif, et de la main lui fit signe de se taire en disant « Voyons un autre Noël. » À ces mots, Scrooge vit son autre lui-même déjà grandi, et la salle devint un peu plus sombre et un peu plus sale. Les panneaux s'étaient fendillés, les fenêtres étaient crevassées, des fragments de plâtre étaient tombés du plafond, et les lattes se montraient à découvert. Mais comment tous ces changements à vue se faisaient-ils? Scrooge ne le savait pas plus que vous. Il savait seulement que c'était exact, que tout s'était passé comme cela, qu'il se trouvait là, seul encore, tandis que tous les autres jeunes garçons étaient allés passer les joyeux jours de fête dans leur famille. Maintenant, il ne lisait plus, mais se promenait de long en large en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis, avec un triste hochement de tête, jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. Elle s'ouvrit, et une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, entra comme un trait. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa plusieurs fois en lui disant « Mickey est parmi nous !» Les petits amis C'est Mickey. J'ai un frère. J'aurais dû mettre de la XLR, j'aurais dû... Ah putain, en plus je dois continuer. Je suis venu pour vous emmener à la maison, cher frère, dit-elle en frappant ses petites mains l'une contre l'autre. et toute courbée en deux à force de rire. vous emmener à la maison, à la maison, à la maison. À la maison, petite Fanny? Répéta l'enfant. Oui, Dit-elle radieuse. à la maison pour tous de vous, à la maison pour toujours, toujours. Papa est maintenant si beau en comparaison de ce qu'il est autre. Il y a un mélange entre Adibou et Mickey, tu vois. Créativa dit cette voix de l'enfer. Et effectivement, on peut torturer des gens avec cette voix, je pense. Un de ces soirs, comme j'allais me coucher, il me parle avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous ne pourriez pas venir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez, et m'a envoyé avec une voiture pour vous chercher. Vous allez être un homme, Ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. vous ne reviendrez jamais ici. Et d'abord, nous allons demeurer ensemble toutes les fêtes de Noël et passer notre temps de la manière la plus joyeuse du monde. Mickey sous extasie dit Céleste. Ah, c'est exactement ça. Vous êtes une vraie femme, petite Fanny? S'écria le jeune garçon. Sachant que, bon, Fanny en anglais, ça veut dire autre chose. Donc vraiment, il pousse. Fanny, c'est-à-dire quoi en anglais? La Fanny, Tu vas c'est le mot balancer. d'argot pour la chatte en anglais. Dans mes rêves les plus fous, je rêvais que l'air de rien, Céline dise comme ça. Bah, c'est la chatte, bien entendu. Voyons, Benjamin, je te le dis en toute honnêteté et sans rien de cacher. Mais bien sûr que je savais que c'était la chatte. Mais attends, j'attendais que tu le dises. Fanny, c'est le pompon de la fille Vandalu, j'ai hésité à le dire, je voulais pas souiller mon pompon. Aïe, 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 aïe. Souiller le pompon. Incroyable. Alors, allez, on avance. Oui, mais j'ai mal au ventre, attends. Oui, alors. Elle battit des mains et se mit à rire. Ensuite, elle essaya de lui caresser la tête, mais comme elle était trop petite, elle se mit à rire encore et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Alors, dans son empressement enfantin, elle commença à l'entraîner vers la porte et lui, il l'accompagnait sans regret. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. Descendez la malle de Master Scrooge, allons. Et en même temps parut le maître en personne qui jeta sur le jeune monsieur Scrooge un regard de condescendance farouche et le plongea dans un trouble affreux en lui secouant la main en signe d'adieu.
Il l'introduisit ensuite ainsi que sa sœur dans la vieille salle basse, la plus froide qu'on ait jamais vue. Véritable cave où les cartes suspendues aux murailles, les globes célestes et terrestres dans les embrasures des fenêtres semblaient glacés par le froid. Il leur servit une carafe d'un vin singulièrement léger et un morceau de gâteau singulièrement lourd, régalant lui-même de ses friandises le jeune couple, en même temps qu'il envoyait un domestique de chétive apparence pour offrir quelque chose au postillon, qui répondit qu'il remerciait bien monsieur, mais que, si c'était le même vin dont il avait déjà goûté auparavant, il aimait mieux ne rien prendre. Pendant ce temps-là, on avait attaché la malle de maître Scrooge sur le haut de la voiture. Les enfants dirent adieu de très grand cœur au maître et, montant en voiture, ils traversèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme des flots d'écume la neige dans le givre qui recouvrait les sombres feuilles des arbres. Ce fut toujours une créature délicate qu'un simple souffle aurait pu flétrir. Mais elle avait un grand cœur. Oh oui. Vous avez raison. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire, esprit. Dieu m'en garde. Elle est morte mariée et a laissé 2 enfants, je crois. Un seul. C'est vrai. Votre neveu. Scrooge parut mal à l'aise et répondit brièvement « Oui ». Quoiqu'ils n'eussent fait que quitter la pension en ce moment, ils se trouvaient déjà dans les rues populeuses d'une ville où passaient et repassaient des ombres humaines ou des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, où se rencontraient enfin le bruit et l'agitation d'une véritable ville. On voyait assez clairement à l'étalage des boutiques que là aussi on célébrait le retour de Noël, mais c'était le soir et les rues étaient éclairées. Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, Dit Scrooge. n'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent, à la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise, assis derrière un pupitre si élevé que si le gentleman avait eu 2 pouces de plus, il se serait cogné la tête contre le plafond. Scrooge s'écria en proie à une grande excitation. « Mais c'est le vieux Fezziwig, Dieu le bénisse, c'est Fezziwig ressuscité !» Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda l'horloge qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela d'une voix puissante, sonore, riche, pleine et joviale. Oh là oh oh Ebenezer Dick C'est le Père Noël. Oh 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 Merry Christmas Merry Christmas. Vous avez été sage le Père Noël Insulte. L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entra lestement, accompagné de son camarade d'apprentissage. « C'est Dick Wilkins, pour sûr. » Oui, c'est lui, miséricorde, le voilà. Il m'était très attaché, le pauvre Dick, ce bien cher Dick. Allons, mes enfants. On ne travaille plus ce soir. C'est la veille de Noël, Dick. C'est Noël, Ebenezer. Vite, mettons les volets. Cria le vieux Fezziwig en faisant gaiement claquer ses mains. Allons tôt, commence. N'est pas encore fait. Vous ne croiriez jamais comment ces 2 gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets. 1, 2, 3, les mirent en place. 4, 5, 6, posèrent les barres et les clavettes. 7, 8, 9 et revinrent avant que vous eussiez pu compter jusqu'à 12, haletant comme des chevaux de course. Ohé, ho S'écria le vieux Fezziwig descendant de son pupitre avec une merveilleuse agilité. Débarrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. Hola, Dick. Allons, preste, Ebenezer. Débarrassés. Ils auraient même tout déménagé s'il l'avait fallu sous les yeux du vieux Fezziwig. Ce fut fait en 1 minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé comme pour disparaître à tout jamais de la vie publique. Le plancher balayé et arrosé, les lampes apprêtées, un tas de charbon jeté sur le feu et le magasin devint une salle de bal, aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta au haut du grand pupitre, en fit un orchestre et fit des accords réjouissants comme la colique. Il y a sûrement un truc musical que j'ai pas là, parce que c'est bizarre ce mot. Puis entra Madame Fezziwig,
un vaste sourire en personne. Puis entrèrent les 3 Miss Fezziwig, radieuses et adorables. Puis entrèrent les 6 jeunes poursuivants dont elles brisaient les cœurs. Puis entrèrent tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles employées dans le commerce de la maison. Puis entra la servante avec son cousin, le boulanger. Puis entra la cuisinière avec l'ami intime de son frère, le marchand de lait. Puis entra le petit apprenti d'en face, soupçonné de ne pas avoir assez de quoi manger chez son maître. Il se cachait derrière la servante du numéro 15, à laquelle sa maîtresse, le fait est éprouvé, avait tiré les oreilles. Ils entrèrent tous, l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus hardiment, ceux-ci avec grâce, ceux-là avec gaucherie, qui poussant, qui tirant, enfin... Tous entrèrent de façon ou d'autre et n'importe comment. Ils partirent tous, 20 couples à la fois, se tenant par la main et formant une ronde. La moitié se porte en avant puis revient en arrière. C'est au tour de ceux-ci à se balancer en cadence. C'est au tour de ceux-là à entraîner le mouvement. Puis ils recommencent tous à tourner en rond plusieurs fois, se groupant, se serrant, se poursuivant les uns les autres. Le vieux couple n'est jamais à sa place et les jeunes couples repartent avec vivacité. Quand ils l'ont mis dans l'embarras, puis enfin, la chaîne est rompue et les danseurs se trouvent sans vis-à-vis. Après ce beau résultat, le vieux Fezziwig, frappant des mains pour suspendre la danse, s'écria « C'est bien !» Et le ménétrier plongea son visage échauffé dans un pot de porteur spécialement préparé à cette intention. Mais lorsqu'il reparut dédaignant le repos, il recommença de plus belle, quoiqu'il n'eût pas encore de danseurs, comme si l'autre ménétrier avait été reporté chez lui épuisé sur un volet de fenêtre, et que ce fut un nouveau musicien qui fut venu le remplacer, résolu à vaincre ou à périr. Il y eut encore des danses, et le jeu des gages touchés, puis encore des danses, un gâteau, du négus, une énorme pièce de rôti froid, une autre de bouillie froid, des pâtés au hachis et de la bière en abondance. Mais le grand effet de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, quand le ménétrier, infammatoire, remarquez bien, un diable d'homme qui connaissait bien son affaire, ce n'est ni vous ni moi qui aurions pu lui en remonter, commença à jouer Sir Robert de Coverley. Alors s'avança le vieux Fezziwig pour danser avec Madame Fezziwig. Ils se placèrent en tête de la danse, en voilà de la besogne. 23 ou 24 couples à conduire et des gens avec lesquels il n'y avait pas à badiner. Des gens qui voulaient danser et ne savaient que c'était que d'aller le pas. Mais quand ils auraient bien été 2 ou 3 fois aussi nombreux, 4 fois même, le vieux Fezziwig aurait été capable de leur tenir tête, Madame Fezziwig pareillement. Quant à elle, c'était sa digne compagne, dans toute l'étendue du mot. Ce n'était pas là un assez bel éloge, qu'on m'en fournisse un autre et j'en ferais mon profit. Les mollets de Fezziwig étaient positivement comme 2 astres. C'étaient des lunes qui se multipliaient dans toutes les évolutions de la danse. Ils paraissaient, disparaissaient, reparaissaient de plus belle, et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eurent exécuté toute la danse, avancez, reculez, tenez votre danseuse par la main, balancez, saluez, le tire-bouchon, enfilez l'aiguille, reprenez vos places. Fezziwig faisait des entrechats si lestement qu'il semblait jouer du flageolet avec ses jambes et retomber ensuite en place sur ses pieds, droit comme un i. Quand l'horloge sonna 11 heures, ce bal domestique prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte et secouant amicalement les mains à chaque personne individuellement, lui aux hommes, elle aux femmes, à mesure que l'on sortait, ils leur souhaitèrent à tous un joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que les 2 apprentis, ils leur firent les mêmes adieux, puis les voix joyeuses se turent et les jeunes gens regagnèrent leur lit placé sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant tout ce temps, Scrooge s'était agité comme un homme qui aurait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait de tout, jouissait de tout et éprouvait la plus étrange agitation. Ce ne fut plus que quand ces brillants visages de son autre lui-même et de Dick eurent disparu à leurs yeux, qu'il se souvint du fantôme et s'aperçut que ce dernier le considérait très attentivement, tandis que la lumière dont sa tête était surmontée brillait d'une clarté de plus en plus vive. Il faut bien peu de choses pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. Peu de choses. L'esprit lui fit signe d'écouter les 2 apprentis qui répandaient leur cœur en louange sur Fezziwig, puis ajouta lorsqu'il eut obéi. Et quoi? Voilà-t-il pas grand-chose? Il a dépensé quelques livres sterling de votre argent mortel. 3 ou 4 peut-être. Cela vaut-il la peine de lui donner tant d'éloges? Ce n'est pas cela. Dit Scrooge, excité par cette remarque et parlant sans s'en douter
comme son autre lui-même, et non pas comme le Scrooge d'aujourd'hui. Ce n'est pas cela, esprit. Fezziwig a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre service devienne léger ou pesant, un plaisir ou une peine, que ce pouvoir consiste en paroles et en regards, en choses si insignifiantes, si fugitives qu'il est impossible de les additionner et de les aligner en compte. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand que s'il coûtait une fortune. Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et s'arrêta. Qu'est-ce que vous avez? Rien de particulier. Vous avez l'air d'avoir quelque chose. Non, dit Scrooge, non. Seulement, j'aimerais à pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Voilà tout. Son autre lui-même éteignit les lampes au moment où il exprimait ce désir, et Scrooge et le fantôme se trouvèrent de nouveau côte à côte en plein air. Mon temps s'écoule. Vite! Cette parole n'était point adressée à Scrooge ou à quelqu'un qu'il pût voir, mais elle produisit un effet immédiat, car Scrooge se revit encore. Il était plus âgé maintenant, un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'avait point les traits durs et sévères de sa maturité, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude et de l'avarice. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui indiquait la passion qui avait pris racine en lui. On devinait déjà de quel côté allait se projeter l'ombre de l'arbre qui commençait à grandir. C'est très joli. On devinait déjà de quel côté allait se projeter l'ombre de l'arbre qui commence à grandir. C'est très joli. Ça c'est une très belle phrase. Ouais. Ça nous change des autres. C'est marrant parce que le texte a changé de ton depuis qu'il a montré Scrooge enfant triste. Ouais. Le texte a changé de dimension en fait. Il Je est trouve beaucoup vraiment. plus poétique. C'est assez fou. Ouais. Bref, vas-y. On a le temps, là, y a pas de souci, on en discute ensemble. Hein. Ouais, non, c'est très beau, mais vraiment très, très beau. Il n'était pas seul. Il se trouvait au contraire à côté d'une belle jeune fille vêtue de deuil, dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du spectre de Noël passé. « Peu importe, disait-elle doucement, à vous du moins, une autre idole a pris ma place, et si elle peut vous réjouir et vous consoler plus tard comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas autant de raisons de m'affliger. » Quelle idole a pris votre place? Le veau d'or. Voilà bien l'impartialité du monde. Il n'y a rien qui traite plus durement que la pauvreté, et il n'y a rien qu'il fasse profession de condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. Vous craignez trop l'opinion du monde. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à son mépris sordide. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, le lucre, vous ait absorbé. N'ai-je pas raison? Eh bien quoi? Lors même que je serais devenue plus raisonnable en vieillissant après, je ne suis pas changée à votre égard. Elle secoua la tête. Suis-je changée? Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris ensemble quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde par notre patiente industrie. Vous avez bien changé. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un autre homme. J'étais un enfant, dit-il avec impatience. Votre propre conscience vous dit que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui, répliqua-t-elle. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'avions qu'un cœur n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons deux. Combien de fois et avec quelle amertume j'y ai pensé, je ne veux pas vous le dire. Il suffit que j'y ai pensé et que je puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre? De bouche, non, jamais. Comment alors? En changeant du tout au tout. Votre humeur n'est plus la même, ni l'atmosphère au milieu de laquelle vous vivez, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie, si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dit la jeune fille, le regardant avec douceur mais avec fermeté. Dites-le-moi. Rechercheriez-vous ma main aujourd'hui? Non. Il parut prêt à céder en dépit de lui-même à cette supposition trop vraisemblable. Cependant, il ne se rendit pas encore. Vous ne le pensez pas? Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais. Dieu le sait,
Pour que je me sois rendue moi-même à une vérité si pénible, il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui ou demain comme hier, puis-je croire que vous choisiriez pour femme une fille sans dot, vous qui, dans vos plus intimes confidences, alors que vous lui ouvrez votre cœur avec le plus d'abandon, ne cessiez de peser toutes choses dans les balances de l'intérêt et de tout estimer par le profit que vous pouviez en retirer ? Ou si, venant à oublier un instant à cause d'elle les principes qui font votre seule règle de conduite, vous vous arrêtiez à ce choix, ne sais-je donc pas que vous ne tardierez point à le regretter et à vous en repentir? J'en suis convaincue, c'est pourquoi je vous rends votre liberté de grand cœur, et à cause même de l'amour que je vous portais autrefois, quand vous étiez si différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Il allait parler, mais elle continua en détournant les yeux. Peut-être, mais... non, disons plutôt, sans aucun doute, la mémoire du passé m'autorise à l'espérer. Vous souffrirez de ce parti, mais encore un peu, bien peu de temps, et vous bannirez avec empressement ce souvenir importun, comme un rêve inutile et fâcheux, dont vous vous féliciterez d'être délivré. Puisse la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendre heureux. Elle le quitta, et ils se séparèrent. Esprit, Dit Scrooge. ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter? Encore une ombre. Non, plus d'autres. Je n'en veux pas voir davantage. Ne me montrez plus rien. Mais le fantôme impitoyable l'étreignit entre ses deux bras et le força à considérer la suite des événements. Ils se trouvèrent tout à coup transportés dans un autre lieu, où une scène d'un autre genre vint frapper leur regard. C'était une chambre, ni grande, ni belle, mais agréable et commode. Près d'un bon feu d'hiver était assise une belle jeune fille, qui ressemblait tellement à la dernière, que Scrooge la prit pour elle, jusqu'à ce qu'il aperçût cette dernière, devenue maintenant une grave mère de famille, assise vis-à-vis de sa fille. Le bruit qui se faisait dans cette chambre était assourdissant, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge, dans l'agitation extrême de son esprit, n'en pouvait compter. Et, bien différent de la joyeuse troupe dont parle le poème, au lieu de 40 enfants silencieux, comme s'il n'en avait eu qu'un seul, chacun d'eux, au contraire, se montrait bruyant et tapageur comme 40. La conséquence inévitable d'une telle situation était un vacarme dont rien ne saurait donner une idée, mais personne ne semblait s'en inquiéter. Bien plus, la mère et la fille en riaient de tout leur cœur et s'en amusaient beaucoup. Celle-ci, ayant commencé à se mêler à leur jeu, fut aussitôt mise au pillage par ces petits brigands qui la traitèrent sans pitié. Que n'aurais-je pas donné pour être l'un d'eux? Quoique, assurément, je ne me fusse jamais conduit avec tant de rudesse. Oh non! Je n'aurais pas voulu, pour tout l'or du monde, avoir emmêlé si rudement, ni tiré avec tant de brutalité ses cheveux si bien peignés. Et quant au charmant petit soulier, je me serais bien gardé de lui ôter de force. Dieu me bénisse. Quand il serait s'agit de sauver ma vie. Pour ce qui est de mesurer sa taille en jouant comme il le faisait sans scrupule, ces petits audacieux, je ne l'aurais certainement pas osé non plus. J'aurais craint qu'en punition de ce sacrilège, mon bras ne fût condamné à s'arrondir toujours sans pouvoir se redresser à jamais. Et pourtant, je l'avoue, j'aurais bien voulu toucher ses lèvres, lui adresser des questions, afin qu'elle fût forcée de les ouvrir pour me répondre, fixer mes regards sur les cils de ses yeux baissés, sans la faire rougir, dénouer sa chevelure ondoyante, dont une seule boucle eût été pour moi le plus précieux de tous les souvenirs. Bref, j'aurais voulu, je le confesse, qu'il me fût permis de jouir auprès d'elle des privilèges d'un enfant, et cependant demeurer assez homme pour en apprécier toute la valeur. Par Joli. contre, j'ai pas pu m'empêcher quand t'as dit tout l'or du monde d'avoir une Céline Dion dans ma tête qui fait tout l'or du monde ne fait rien. C'est marrant ce texte qui d'un coup bascule à la première personne. Mais oui, j'avais envie de dire ça aussi, genre qui est ce jeu soudain? En fait, je pense que d'un coup, en fait, on bascule dans son esprit. Oui, c'est Enfin, ça. comme c'est un moment un peu, comment dire, onirique, un peu étrange, Ouais. je trouve que c'est aussi une manière de nous déstabiliser le lecteur et la lectrice, tu sais. On est en train de lire une histoire, on a son esprit, c'est vraiment très joli, moi j'aime bien. Mais voilà qu'en ce moment, on entendit frapper à la porte, et il s'ensuivit immédiatement un tel tumulte et une telle confusion, que ce groupe aussi bruyant qu'animé qui l'entourait, l'apporta violemment, sans qu'elle pût s'en défendre, la figure riante et les vêtements en désordre, du côté de la porte, au devant du père, qui rentrait suivi d'un homme chargé de joujoux et de cadeaux de Noël. Qu'on se figure les cris, les batailles, les assauts livrés aux commissionnaires sans défense. C'est à qui l'escaladera avec des chaises en guise d'échelle pour fouiller dans ses poches, lui arracher les petits paquets enveloppés de papier gris, le saisir par la cravate, se suspendre à son cou, lui distribuer en signe d'une tendresse que rien ne peut réprimer,
force coups de poing dans le dos, force coups de pied dans les os des jambes, et puis quel cri de joie et de bonheur accueille l'ouverture de chaque paquet. Quel effet produit la fâcheuse nouvelle que le marmot a été pris sur le fait, mettant dans sa bouche une poêle à frire du petit ménage, et qu'il est plus que suspecté d'avoir avalé un dindon en sucre collé sur un plat de bois. Quel immense soulagement de reconnaître que c'est une fausse alarme. Leur joie, leur reconnaissance, leur enthousiasme, tout cela ne saurait se décrire. Enfin, l'heure étant arrivée, peu à peu les enfants, avec leurs émotions, sortent du salon l'un après l'autre, montent l'escalier 4 à 4 jusqu'à leur chambre, située au dernier étage, où ils se couchent et le calme renaît. Alors Scrooge redoubla d'attention quand le maître du logis sur lequel s'appuyait tendrement sa fille s'assit entre elle et sa mère au coin du feu, et quand il vint à penser qu'une autre créature semblable, tout aussi gracieuse, tout aussi belle, aurait pu l'appeler son père, et faire un printemps du triste hiver de sa vie, ses yeux se remplirent de larmes. Bella, Dit le mari se tournant vers sa femme avec un sourire. j'ai vu ce soir un de vos anciens amis. Qui donc ? Devinez. Comment puis-je ? Mais j'y suis, ajouta-t-elle aussitôt en riant comme lui. C'est Monsieur Scrooge. Lui-même. Je passais devant la fenêtre de son comptoir et, comme les volets n'étaient point fermés et qu'il avait de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt, dit-on. Il était donc là, seul, comme toujours, je pense, tout seul au monde. Esprit, Dit Scrooge d'une voix saccadée. éloignez-moi d'ici. Je vous ai prévenu que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi. Elles sont ce qu'elles sont, et non autre chose. Emmenez-moi. Je ne puis supporter davantage ce spectacle. Il se tourna vers l'esprit, et voyant qu'il le regardait avec un visage dans lequel, par une singularité étrange, se retrouvaient des traits épars de tous les visages qu'il lui avait montrés, il se jeta sur lui. Laissez-moi, ramenez-moi, cessez de m'obséder. Dans la lutte, si toutefois c'était une lutte car le spectre, sans aucune résistance apparente, ne pouvait être ébranlé par aucun effort de son adversaire, Scrooge observa que la lumière de sa tête brillait de plus en plus éclatante, rapprochant alors dans son esprit cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui. Il saisit l'éteignoir et par un mouvement soudain, le lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière qui s'échappait en dessous de l'éteignoir et rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé et surmonté par un irrésistible besoin de dormir, puis bientôt, il se trouva dans sa chambre à coucher. Alors, il fit un dernier effort pour enfoncer encore davantage l'éteignoir, sa main se détendit et il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un profond sommeil. Et c'est la fin du chapitre. Ah là là, dis donc. Quelle lecture. C'était intense. Je reviens sur la C'était scène. fou. Ça, la deuxième partie était folle, là. Hein. C'est émouvant. Ah, c'était trop bien. C'est marrant comme le ton a changé en cours de route. C'est vraiment... De ouf. À partir du moment où on lui montre ses souvenirs, ça rigole plus beaucoup, quoi. C'est dur. Mais en même temps, l'histoire, il faut qu'il passe par ces étapes-là pour Ah oui. connaître Ah, le c'est chemin pas qu'il facile, connaît. hein. J'ai toujours trouvé que c'est le fantôme du Noël passé, c'est le plus dur. Enfin, tu sais, il lui montre vraiment qu'il est complètement passé à côté d'une autre vie, en fait. C'est traître parce que comme il lui montre ce qui a été, les décisions qu'il a faites, eh ben, Ouais. t'es face Il à lui la montre- vérité et à tes propres angoisses de rater ta vie, quoi. Horrible. Mais Non, oui, c'est une très belle histoire. Franchement, j'aime bien. j'aime trop. J'aime beaucoup. Ouais, c'était une trop belle histoire, moi j'adore. C'est trop intelligent, en fait. Mais du coup, c'est ça qui rend le truc encore actuel, en fait. Tu pourrais vraiment l'adapter de façon moderne, réécrire. Tu peux vraiment prendre des libertés avec le texte. Et si tu veux le réadapter, soit avec un ton d'aujourd'hui, soit coller, je sais pas, par exemple, à ton histoire personnelle et raconter un truc beaucoup plus personnel sur un, je sais pas, sur un une nouvelle adaptation en texte ou en film, en court métrage que tu veux. Je trouve ça très joli, quoi. Les amis, c'était un bonheur de lire cette histoire avec vous. Et il fait le zouave, on adore. Je vous dis à mardi prochain pour le Ouais. 3e couplet de
de ce conte. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi, Flonflon. Si vous connaissez pas son travail, allez le suivre, envoyez-lui de l'amour, notamment même si vous connaissez son travail sur Twitter et Instagram. À mardi prochain, plein de bisous et passez une bonne fin de soirée. Pour l'invitation et pour le texte, c'est cool. Mais de rien, avec plaisir. Je suis pas sur la bonne scène, voilà.